aimé savoir, votre production, elle tient dans la création d'un événement issu d'un processus. Et donc, ce qui fait œuvre, dites-moi si je me trompe, mais ce qui fait œuvre dans votre travail, c'est donc ce processus, cet événement, cette rencontre aussi avec, entre le lieu et le public. Et j'aurais aimé savoir en fait si pour vous, dans l'hypothèse où le public ne serait pas au rendez-vous, en fait, s'il y avait aussi œuvre ou pas. Moi, je considère qu'on vit dans un musée et que tout est œuvre d'art. Donc, quand on est dans on va avoir une œuvre bien particulière dans un musée, on y passe en général 1 ou 2 heures, pas plus. Donc, en général, on dit, dans un rendez-vous, on dit, je vais vite voir cette expo, je suis là de retour dans 1 heure. Donc, le temps de vernissage, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures, 3 heures pour la durée totale, et puis pour les gens qui veulent rester du début à la fin parce qu'ils ont très soif ou ils n'ont rien à manger à la maison, ça va durer 3 heures. Pour les autres, ils vont rester en temps limité, comme ça. Donc c'est le même temps qui est le temps à passer normalement dans une exposition, dans un musée. Donc le temps qu'on passe là, donc ce qui reste après dans la mémoire, et ce qui fait œuvre, c'est l'ensemble, c'est que l'œuvre n'existe pas sans public. Donc c'est le public qui l'a fait, qui convertit ce lieu en œuvre. Et vu que lui, il est dans un piège, parce qu'il vient voir un artiste en train de peindre, ou en train de sauter en l'air, ou cracher du feu, et il se retrouve devant un buffet avec un artiste qui lui dit juste bonjour. Donc il est... merci d'être venu. Donc, il est un peu dans un piège. Et au bout d'un moment, il y a un phénomène qui se passe en lui, qui est quasiment inconscient mais extraordinaire, c'est qu'il aurait tendance à dire « je me fais chier, on m'a eu ». Mais après 20 minutes, il commence à trouver ça très sympathique, et puis après 2 heures, il s'en va. En général, les gens restent plus longtemps dans ces vernissages que dans des vernissages où il y a un vrai débat autour de l'artiste, autour de l'œuvre. Parce qu'ils oublient complètement pourquoi ils sont là. Et quand ils rentrent chez eux, tout à coup, ils se posent la question, ils se disent, mais où est-ce que j'ai été, qu'est-ce que j'ai vécu? Et c'est là où les choses se passent. Et moi, j'ai des tas d'échos qui arrivent avec des retards, comme ça, mais qui sont absolument extraordinaires. C'est-à-dire sur ce que ça a déclenché, ce que ça a provoqué comme attitude. Et moi, je pense que la question que tu poses sur ce rapport où se situe l'art, il est justement là, c'est-à-dire de provoquer ce déclenchement, qui est ce qu'on essaye d'attendre d'une œuvre d'art. Donc, qui est l'œuvre d'art là-dedans? C'est finalement le retour téléphonique ou le mot que tu vas recevoir après, qui te fait savoir. Moi, j'ai reçu des pêcheurs là, de cette histoire de Normandie qui, 3 ans plus tard, me téléphonent à 2 heures du matin parce qu'ils étaient en train d'en parler dans un bistrot en Normandie. Et puis là, dans le bistrot, il y avait par hasard quelqu'un qui me connaissait bien, qui me dit comme ça, attends, ça va lui faire plaisir, genre l'appelle. Et moi, à 3 heures du matin, je reçois un téléphone de pêcheur en Normandie. Il y a des tas de choses comme ça qui sont... Et pour moi, quand on arrive à des situations comme ça, c'est réussi. Quand je vais en Autriche, et puis je recroise des gens qui se les sont gelés à 3500 mètres d'altitude, dans la neige et la glace, et 2 ans plus tard, ils disent « Ah, mais c'était formidable !» Ils ne savent pas très bien ce qui était formidable, mais ils disent « C'était formidable !» On en parle toujours. Et c'est ça. Je crois que c'est juste ça qui est formidable. Le dernier type de figure qui est là, nous intéresse véritablement aujourd'hui et qui est donc au cœur de nos réflexions, c'est la friche laboratoire. Pourquoi friche laboratoire? Puisqu'on a commencé un petit peu à l'évoquer, c'est cette manière dont la friche va véhiculer un certain nombre d'envies, de projections, elle va inspirer. Et donc, ces inspirations vont se décliner dans différents types d'expériences, différents types d'investissements, plus ou moins longs, sur lesquels des artistes, des acteurs culturels et éventuellement aussi des acteurs économiques vont intervenir. Et donc cette figure de la friche laboratoire va être essentielle et c'est à partir de celle-là justement qu'on va travailler et que ce laboratoire de recherche va essentiellement travailler. C'est-à-dire la friche, source d'inspiration, source de travail pour en particulier les artistes et les acteurs culturels. Ce qui est important à mon sens, c'est en fait le temps de veille en particulier.
Pourquoi temps de veille? Puisque derrière temps de veille, on considère qu'on n'a pas véritablement une période où il n'y a rien qui se passe. Au contraire, la friche pendant son temps de veille est un espace où, à ce moment-là, on a ces investissements, on a ces appropriations qui prennent place sur ces lieux, on a différents types d'actions, différents types de visions, différents types d'usages qui vont se développer sur ces espaces en friche. Et donc ce temps de veille, en fait, est particulièrement important, puisque quand on essaie de regarder un petit peu comment un certain nombre de friches urbaines, de friches industrielles ont évolué et donc ont muté, on s'aperçoit que ce temps de veille va avoir un rôle dans la manière dont les friches vont être réinsérées dans la ville, vont être réinsérées dans les tissus urbains. C'est-à-dire que durant le temps de veille, l'image de la friche commence à évoluer, c'est-à-dire on ne voit plus uniquement une usine dont l'activité a cessé, on ne voit plus seulement un lieu abandonné, on voit aussi un territoire qui commence à évoluer parce qu'on a une nouvelle image qui commence à se créer, on a de nouvelles activités qui commencent éventuellement à s'y développer. Ces activités peuvent être plus ou moins pérennes, elles peuvent être simplement liées à un événement ponctuel qui se déroule sur la friche. Néanmoins, ce temps de veille va être propice à cette mutation, il va permettre de réinsérer progressivement l'espace dans la ville. C'est-à-dire que la friche, grâce à son temps de veille, ne va plus être un lieu hors ville, hors temps, mais va progressivement être réinvesti, reprendre son statut, reprendre son rôle dans les espaces et dans les territoires auxquels elle est liée. Beaucoup d'autres projets sont simplement des repérages, c'est-à-dire partir là par exemple entre Gennevilliers, Franconville et Sarcelles, et marcher pendant 4 jours avec un vélo et un sac avec le minimum d'affaires possible, et essayer de relier ces 3 points, sachant qu'ils sont déconnectés totalement de tout transport en commun, où les points sont vraiment des points qui relient la capitale. Paris, c'est une ville très centralisée où l'ensemble de la périphérie rejoint toujours le centre, et il y a très peu de connexions hors centre-périphérie. Donc il y a peu de jonctions d'un point à l'autre. Donc là, dans cet espace-là, c'était vraiment essayer de relier des territoires peu connectés. Donc évidemment, on passe forcément par des friches, toutes sortes de friches d'ailleurs, et vers des territoires où il faut porter le vélo à la main, marcher. Et l'aventure qui paraît très simple est en fait c'est assez compliqué. Quel est le rôle du son pendant vos voyages? Parce que le dernier projet là où on a des sons dans les oreilles, c'est des sons que vous avez construits en fait, donc qui ne font pas partie du paysage. Donc déjà, quelle importance vous accordez au son qu'on rencontre, enfin au son urbain en fait? Et ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas, pendant les voyages, au lieu de prendre des notes, avoir des traces sonores des voyages complets? Les traces sonores font partie des possibilités, parce que justement, pour les voyages immobiles, certains voyageurs avaient pris des dictaphones ou des appareils pour enregistrer le son. Et à ce moment-là, ils nous rendaient une cassette audio, par exemple. Et on retranscrivait leurs notes, ou au besoin, ils le retranscrivaient eux-mêmes. Et sinon, par rapport à l'importance du son urbain, il y a un autre projet qu'on n'a pas montré qui est lié à Notre-Dame-Orly, où j'avais refait Notre-Dame-Orly en passant par tous les cafés. Et à chaque café, je notais comme une partition tous les sons qui venaient à mes oreilles, avec des codes suivant les types de sons. Pour besoin un jour, en relisant le texte, je réentends les sons. Moi j'attache beaucoup d'importance au son. Et du coup, effectivement, ça. Mais par rapport à moi, celui-là, ce qu'on voulait, nous, c'était réintroduire une dimension, une autre strate en fait sonore, qui ne soit pas du tout celle du son ambiant, quoique certains sons jouent sur un décalage. Par exemple, il y a un match de foot qui a été enregistré d'après un autre stade, un match de foot qui joue dans un stade avec des enfants et qui est remis à côté d'un stade de foot, un petit stade de foot à Moelle-sur-Lot. Et il y a un décalage du coup parce qu'on entend donc un match de foot devant le stade. Et après il y a un son du stade de foot de Debussy qui